Sherbrooke, 27 janvier 1978. La neige recouvre tout, mais elle ne pourra pas effacer l'horreur qui s'apprête à frapper. Manon Dubé, 10 ans, marche avec sa sœur dans le froid mordant de l'intersection des rues Craig et Union. Une seconde d'inattention, un regard détourné et l'impensable se produit. Manon disparaît comme volatilisée dans le blizzard. Pas de témoins, pas de cris, juste un vide terrifiant qui dure depuis près de 50 ans. Ce soir, sur la chaîne Traces perdues, nous rouvrons le dossier froid numéro 113 780 324 014. Nous allons remonter la piste de ce prédateur resté dans l'ombre et analyser les faits bruts de cette tragédie qui a marqué le Québec à jamais. Si vous voulez nous aider à faire la lumière sur ces histoires oubliées, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. L'enquête commence maintenant. Pour bien comprendre l'ampleur du mystère qui entoure la disparition de Manon Dubé, il faut d'abord s'immerger dans la réalité physique et sociale de Sherbrooke à la fin des années 70. En 1978, la capitale de l'Estrie n'est pas encore la cité universitaire moderne que nous connaissons aujourd'hui. C'est une ville de briques et d'industrie, marquée par un relief accidenté où les rues grimpent et descendent au rythme des collines et des rivières Magog et Saint-François. Dans les quartiers populaires, comme celui où réside la famille Dubé, la vie est rythmée par le sifflet des usines et le balai constant des travailleurs. C'est une époque où la notion de sécurité publique est radicalement différente de la nôtre. Les enfants sont les rois du pavé, circulant librement entre l'école, les parcs enneigés et les épiceries de quartier, sans que personne ne s'en inquiète véritablement. À cette époque, le Québec traverse de profonds bouleversements politiques et sociaux, mais dans les foyers de Sherbrooke, la préoccupation première reste le quotidien, le travail et la gestion des hivers rudes qui n'en finissent plus. Le vendredi 27 janvier 1978 s'inscrit exactement dans cette normalité apparente, sous un ciel bas qui annonce une énième perturbation atmosphérique typique de cette région montagneuse. Manon Dubé est une fillette de 10 ans, décrite par son entourage comme une enfant pleine de vie, sage mais curieuse, parfaitement intégrée dans son milieu. Elle n'est pas du genre à suivre des inconnus ou à s'aventurer là où elle n'a pas le droit d'aller. Sa famille mène une existence modeste et sans histoire dans un quartier où tout le monde se connaît, du moins de vue. Ce soir-là, vers 16h, la clarté commence déjà à décliner sérieusement, comme c'est toujours le cas en plein cœur de l'hiver québécois. La température chute rapidement et un vent glacial s'engouffre dans les artères de la ville, soulevant des tourbillons de poudrerie qui limitent la visibilité. Manon se trouve avec sa sœur au carrefour des rues Craig et Union. Ce n'est pas un lieu isolé ou sinistre, c'est un carrefour urbain classique, entouré de maisons et de commerces de proximité. Les deux sœurs marchent, emmitouflées dans leurs manteaux d'hiver, les bottes craquant sur la neige durcie par le gel. À cet instant précis, rien ne laisse présager que le mal rôde, tapi dans l'ombre d'une ruelle ou à l'intérieur d'un véhicule garé le long du trottoir. C'est ici, dans ce périmètre de quelques mètres carrés, que le destin de Manon va basculer dans le néant en l'espace d'une fraction de seconde, créant un traumatisme qui ne cicatrisera jamais. La disparition se produit avec une rapidité qui défie l'entendement. Sa sœur, qui l'accompagne, détourne le regard un bref instant, peut-être distraite par le passage d'une voiture ou par le besoin de se protéger d'une rafale de vent plus violente que les autres. Lorsqu'elle cherche à nouveau Manon des yeux, le trottoir est vide. Il n'y a pas eu de lutte, pas de bruit suspect, pas de cris qui auraient pu alerter les résidents des maisons environnantes. La petite fille a tout simplement cessé d'exister dans l'espace public. Dans les premières minutes, la panique n'est pas encore totale. Sa sœur l'appelle, pense qu'elle a pu courir plus loin ou se cacher derrière un banc de neige pour lui faire une farce. Mais le silence qui répond est lourd, seulement interrompu par le sifflement du vent. Très vite, l'inquiétude gagne la famille. On interroge les voisins, on fouille les ruelles adjacentes, on espère qu'elle s'est réfugiée chez une amie pour échapper au froid qui devient insupportable. Mais à mesure que les minutes défilent et que l'obscurité totale s'installe sur Sherbrooke, la réalité commence à poindre. Manon n'est nulle part. Le profil de Manon, celui d'une enfant sans problème, rend l'hypothèse d'une fugue totalement invraisemblable dès les premiers instants. Les autorités sont rapidement alertées. Mais en 1978, les protocoles de recherche pour une disparition d'enfants ne bénéficient pas des technologies GPS, des caméras de surveillance
ou des alertes instantanées sur les téléphones mobiles. La police de Sherbrooke commence ses recherches de manière traditionnelle, frappant aux portes et patrouillant dans les rues avoisinantes. Le contexte géographique de la ville complique la tâche. Avec ses nombreux recoins, ses zones industrielles désaffectées et la proximité des forêts qui ceinturent la municipalité, les cachettes potentielles sont infinies. De plus, le climat de ce mois de janvier joue contre les chercheurs. Les précipitations de neige abondantes recouvrent rapidement toute trace au sol, effaçant les indices potentiels comme les empreintes de pas ou les marques de pneus. C'est une course contre la montre qui s'engage contre les éléments, mais aussi contre un ravisseur qui semble avoir planifié son geste avec une précision chirurgicale ou qui a bénéficié d'un hasard tragiquement favorable. Pour comprendre la psychose qui va bientôt s'emparer de la région, il faut aussi replacer l'affaire Manon Dubé dans un contexte plus large de l'époque. L'Estrie, durant ces années-là, n'est pas épargnée par la violence. Quelques mois auparavant, d'autres crimes sordides ont secoué la province, et l'idée qu'un prédateur puisse agir en toute impunité dans les rues de Sherbrooke commence à germer dans l'esprit du public. Les parents, autrefois si confiants, commencent à verrouiller les portes et à surveiller étroitement leurs enfants. L'enquête initiale se concentre sur le cercle immédiat, les fréquentations, mais ne donne rien. On fouille la vie des Dubé à la recherche d'un ennemi caché, d'une dette impayée ou d'une vengeance personnelle, sans succès. La famille est dévastée, plongée dans une attente qui est une forme de torture psychologique pure. Chaque téléphone qui sonne, chaque visite à la porte provoque un sursaut d'espoir qui s'éteint aussitôt. L'absence de demande de rançon oriente rapidement les enquêteurs vers la piste d'un crime à caractère sexuel ou d'un acte de folie pure, des perspectives qui sont bien plus terrifiantes pour la population. Les jours passent et l'affaire commence à faire la une des journaux locaux et provinciaux. Le visage de Manon, avec ses yeux clairs et son sourire d'enfant, s'affiche partout. Des battues citoyennes sont organisées, rassemblant des centaines de bénévoles qui bravent le froid polaire, pour passer au peigne fin les secteurs boisés et les rives des cours d'eau. On sonde la rivière, on vérifie les puits, on inspecte les caves des bâtiments abandonnés. L'effort collectif est immense, témoignant d'une solidarité typique des communautés québécoises face à la tragédie, mais le résultat reste désespérément nul. La Sûreté du Québec est appelée en renfort pour apporter son expertise criminelle. Les experts analysent la chronologie de la disparition. Ils s'intéressent particulièrement à cette fenêtre de temps extrêmement courte entre le moment où Manon a été vue pour la dernière fois et sa disparition effective. Cela suggère soit un ravisseur qui connaissait parfaitement les habitudes de l'enfant et les lieux, soit un opportuniste qui a su saisir une seconde de vulnérabilité totale. Durant cette période d'incertitude, plusieurs témoignages contradictoires parviennent aux autorités. Certains affirment avoir vu un véhicule suspect rôder près de la rue Union. D'autres croient avoir entendu une portière claquer violemment. Mais dans la confusion d'une fin de journée de tempête, la fiabilité des souvenirs est mise à rude épreuve. Les enquêteurs doivent trier entre les faits réels, les illusions d'optique causées par la poudrerie et les témoignages de bonne foi mais erronés. C'est un travail de fourmi qui s'effectue dans un climat de tension croissante. La police est critiquée, les rumeurs les plus folles circulent dans les tavernes et les salons. On commence à parler de réseaux organisés, de tueurs en série, de liens avec des disparitions survenues dans d'autres régions comme Montréal ou l'Outaouais. L'enquête stagne, faute d'éléments matériels. Pas un vêtement, pas un objet appartenant à Manon n'est retrouvé durant ces premières semaines de recherche intensive. La neige continue de tomber, déposant une couche épaisse sur la ville, comme pour sceller le secret de ce qui s'est passé ce vendredi-là. Le profil psychologique du ravisseur potentiel devient le centre des préoccupations des experts. Quel genre d'individu peut enlever une enfant en plein jour dans un secteur résidentiel sans se faire remarquer? On cherche un homme seul, peut-être quelqu'un qui travaille dans le secteur, un livreur, un chauffeur ou un habitant du quartier qui bénéficie d'une façade de respectabilité. L'absence d'indices laisse supposer que le coupable n'est pas un novice ou qu'il a eu une chance inouïe. La pression médiatique est telle que le gouvernement provincial suit l'affaire de près. Manon Dubé devient le symbole de la vulnérabilité de l'enfance et de l'impuissance des forces de l'ordre face à l'innommable.
Alors que le mois de février s'écoule sans aucune nouvelle, l'espoir de retrouver Manon vivante s'amenuise de jour en jour, laissant place à une attente morbide. On n'attend plus un miracle, on attend de savoir où se trouve son corps. Et cette réponse, personne ne se doute alors qu'elle viendra d'un endroit situé à plusieurs kilomètres de là, bien au-delà des limites de la ville de Sherbrooke, dans un secteur rural tranquille où personne n'aurait imaginé chercher une petite fille disparue au centre-ville. Ce premier chapitre de l'enquête nous montre une communauté aux prises avec l'indicible. Sherbrooke, en cet hiver 1978, a perdu son insouciance. Chaque ombre portée sur la neige, chaque voiture qui ralentit près d'un groupe d'enfants, devient une menace potentielle. L'histoire de Manon Dubé n'est plus seulement celle d'une disparition, c'est le début d'une longue marche dans les ténèbres de la justice québécoise. Nous avons ici posé les bases d'un drame qui, par sa soudaineté et son absence de pistes initiales, va devenir l'un des piliers de la criminologie au Québec. La suite des événements, avec la découverte macabre qui surviendra plus tard, ne fera qu'accentuer le mystère et poser des questions auxquelles, même aujourd'hui avec nos outils modernes, nous peinons encore à répondre. Le dossier 113 78 324 0014 est officiellement ouvert, et avec lui une série de révélations qui vont secouer les fondements même de l'enquête policière en Estrie. L'hiver québécois ne finit jamais d'un coup. Il s'étire, grignotant le mois de mars avec des régels nocturnes qui transforment la gadoue en glace vive. C'est durant cette période de transition, le 24 mars 1978, soit près de 2 mois après la disparition de Manon Dubé, que le voile de mystère qui enveloppait Sherbrooke va se déchirer pour laisser place à une réalité insoutenable. Le dégel, ce moment où la terre rejette ce que la neige a tenté d'occulter, allait parler. À plusieurs kilomètres de l'intersection des rues Craig et Union, loin de l'agitation urbaine et de la surveillance des voisins, le secteur rural de Massawippi, dans la zone d'Ayers Cliff, s'apprête à devenir le centre névralgique de l'enquête. C'est là, dans le lit d'un ruisseau gelé, qu'un passant fait la découverte que tout le monde redoutait sans oser l'articuler. Le corps d'une petite fille est retrouvé, prisonnier des eaux froides et des débris hivernaux. L'identification ne prend que quelques heures. Les vêtements, la taille, les traits encore figés par le froid ne laissent aucun doute aux enquêteurs de la Sûreté du Québec. Manon Dubé a été retrouvée. La scène de crime, isolée et silencieuse, offre un contraste saisissant avec le point de disparition initial. Entre Sherbrooke et ce ruisseau de Massawippi, il y a une distance physique que Manon n'aurait jamais pu franchir seule, surtout dans les conditions climatiques du 27 janvier. Cette découverte confirme immédiatement la thèse de l'enlèvement avec véhicule. Le corps n'a pas été caché avec soin. Il a été abandonné, jeté comme un fardeau encombrant dans une zone où le courant et la neige devaient, en théorie, le faire disparaître jusqu'au printemps. L'arrivée des techniciens en identité judiciaire et des pathologistes sur les lieux marque un tournant brutal dans la nature de l'enquête. On ne cherche plus une enfant égarée. On traque un meurtrier qui a fait preuve d'une audace et d'une cruauté qui dépassent l'entendement. Les premiers relevés sont difficiles. En 1978, la science forensique est encore à ses balbutiements par rapport aux standards actuels. On ne parle pas encore d'ADN, et chaque manipulation du corps ou de l'environnement immédiat risque de contaminer des indices précieux, comme des fibres, des cheveux ou des traces de pneus qui, sous l'effet du dégel partiel, s'effacent déjà. L'autopsie qui suit va tenter de répondre à la question que toute la province se pose. Que s'est-il passé durant ces 2 mois ? Les résultats, bien que partiels dans les rapports publics de l'époque, suggèrent que le décès n'est pas survenu longtemps après l'enlèvement. Le froid extrême a agi comme un conservateur naturel, mais il a aussi compliqué la détermination précise de l'heure du décès. Ce que les experts constatent, c'est la violence de l'acte. Manon a été victime d'un prédateur qui n'a laissé aucune chance à son innocence. L'enquête criminelle, désormais officiellement classée sous le dossier SQ numéro 113, 788-324-0014, prend une ampleur nationale. Les policiers doivent maintenant reconstruire le trajet entre Sherbrooke et Ayers Cliff. Ils s'intéressent aux chemins de campagne, aux routes secondaires qui permettent d'éviter les patrouilles de police, et surtout, ils cherchent ce fameux véhicule qui a servi de cellule mobile à la fillette.
C'est à ce moment précis que les enquêteurs commencent à tisser des liens potentiels avec d'autres tragédies. La région de l'Estrie, durant cette fin de décennie, semble être devenue le terrain de chasse d'un ou plusieurs individus aux pulsions meurtrières. On commence à évoquer le nom de Teresa alors, une autre jeune fille dont la disparition et la mort présentent des similitudes troublantes avec celle de Manon. Les analystes de la Sûreté du Québec se penchent sur la théorie d'un tueur en série ou d'un prédateur opportuniste opérant le long des axes routiers majeurs reliant les petites municipalités de l'Estrie. Est-ce l'œuvre d'un homme qui connaît parfaitement la géographie locale? La précision avec laquelle le corps a été déposé dans ce ruisseau spécifique de Massawippi laisse croire que le coupable n'a pas erré au hasard. Il savait où il allait, il connaissait les zones les moins fréquentées et les moments où la surveillance était au plus bas. Malgré la découverte du corps, l'enquête piétine. Les appels à la population se multiplient. Les récompenses sont offertes, mais le mur du silence ou simplement l'absence de témoins oculaires directs au moment de l'abandon du corps empêche toute progression majeure. Chaque suspect potentiel est passé au crible. Délinquants sexuels connus, individus aux comportements erratiques dans le voisinage des Dubé ou même des gens de passage. Les interrogatoires se succèdent dans les bureaux de la SQ, mais les alibis tiennent et les preuves matérielles font cruellement défaut. Les vêtements de Manon sont analysés à la recherche d'une tache, d'une trace d'huile, d'un pollen spécifique qui pourrait indiquer le lieu de sa séquestration ou le type de véhicule utilisé, mais la technologie de 1978 atteint ses limites. La frustration gagne les rangs des enquêteurs qui voient le sillage du tueur s'estomper à mesure que le temps passe. La pression sociale sur les épaules des policiers est colossale. La mort de Manon Dubé est devenue un symbole de la faillite du sentiment de sécurité au Québec. Dans les écoles de Sherbrooke, on distribue des consignes de sécurité strictes, les parents organisent des réseaux de surveillance pour les trajets du scolaire. La mort de Manon a changé la psychologie d'une génération. Le tueur, lui, semble s'être volatilisé. Est-il mort? Est-il en prison pour un autre crime? Ou continue-t-il de vivre parmi les citoyens de l'Estrie, cachant son secret derrière une façade de normalité? Cette question hante les enquêteurs qui, année après année, rouvrent le dossier lors de chaque anniversaire de la disparition, espérant qu'un nouveau témoignage ou qu'une avancée technologique vienne enfin donner un nom à ce monstre. Au fil des décennies, le dossier de Manon Dubé va devenir ce qu'on appelle un cold case emblématique. Avec l'arrivée des analyses ADN dans les années 90 et 2000, un nouvel espoir naît. Les pièces à conviction, conservées précieusement dans les archives de la Sûreté du Québec, sont soumises à de nouveaux tests. On cherche une empreinte génétique qui n'appartient pas à la victime. Mais le passage du temps et les conditions de conservation initiales, notamment l'exposition à l'eau du ruisseau, ont pu dégrader les échantillons de manière irréversible. Pourtant, les policiers n'abandonnent pas. Ils savent que quelque part, dans la mémoire d'un vieil homme ou dans les archives oubliées d'un autre commissariat, se trouve peut-être le détail qui reliera tous les points. Le cas Manon Dubé n'est pas seulement une enquête sur un meurtre, c'est un combat contre l'oubli et contre l'impunité d'un crime qui a brisé une famille et traumatisé une ville entière. Aujourd'hui, quand on évoque Massawippi, on pense souvent au calme de ses eaux et à la beauté de ses paysages. Mais pour ceux qui connaissent l'histoire, ce ruisseau d'Ayers Cliff restera à jamais le lieu où le destin de Manon Dubé a été scellé et où le mystère s'est enfoncé encore plus profondément dans la terre québécoise. L'investigation se poursuit, dans l'ombre, avec la certitude que même 50 ans plus tard, la vérité peut encore émerger. Chaque indice forensique, chaque profil de suspect réévalué nous rapproche peut-être du moment où le dossier 113 Setusial Fiero 324 014 pourra enfin être refermé. Mais pour l'instant, le nom de Manon Dubé demeure gravé sur la liste des dossiers non résolus, un rappel constant que le mal peut parfois frapper en plein jour et s'évanouir dans la blancheur d'un hiver sans fin. Près de 50 ans se sont écoulés depuis ce funeste après-midi de janvier 1978. Et pourtant, le nom de Manon Dubé continue de résonner dans les couloirs du temps au Québec, tel un écho que la neige ne parvient jamais tout à fait à étouffer. Aujourd'hui, lorsqu'on parcourt les registres civils et administratifs de la province,
ce patronyme apparaît à de multiples reprises, porté par des femmes aux destins accomplis. Il y a cette Manon Dubé qui siège au conseil municipal de la Rédemption, luttant pour la protection de l'environnement et la sécurité de ses concitoyens dans le Bas-Saint-Laurent. Il y a cette scientifique rigoureuse à Santé Canada qui veille sur la qualité des produits biologiques pour protéger la santé des Canadiens. Il y a aussi cette organisatrice passionnée qui fait vibrer la ville de Québec au rythme de la dance country. Pour ces femmes, le nom est un symbole de vie, d'engagement et de futur. Mais pour la mémoire collective de l'Estrie, Manon Dubé restera à jamais cette petite fille de 10 ans, dont la vie a été suspendue entre deux intersections banales de Sherbrooke, figée dans l'innocence d'une enfance volée. Cette dualité entre le nom qui continue de vivre dans la sphère publique et le dossier criminel qui refuse de se refermer crée une tension singulière, un rappel constant que derrière chaque document administratif, il y a une réalité humaine, parfois lumineuse, parfois tragiquement obscure. Le dossier numéro 113-78-324-014 de la Sûreté du Québec n'est pas une simple relique du passé. Il est ce qu'on appelle une enquête active, un poids qui pèse sur les épaules des enquêteurs des crimes non résolus. Chaque année, de nouvelles informations sont passées au crible, chaque avancée technologique en matière d'extraction d'ADN est considérée comme une clé potentielle pour ouvrir enfin la porte de la vérité. Le mystère de Sherbrooke ne s'est pas arrêté à la découverte du corps dans le ruisseau de Massawippi. Il s'est transformé en une quête de justice intergénérationnelle. On se demande encore aujourd'hui, qui était cet homme capable de se fondre dans la poudrerie pour commettre l'innommable? Était-ce un voisin, un visage familier que Manon n'a pas craint, ou un prédateur de passage, profitant du chaos d'une tempête imminente? Les théories sur un tueur en série opérant en Estrie à la fin des années 70, liées peut-être aux affaires alors ou à d'autres disparitions non résolues, continuent de diviser les experts et de hanter les passionnés de justice. Le silence du coupable, s'il est encore de ce monde, est une insulte quotidienne à la mémoire de la victime et à la douleur d'une famille qui n'a jamais pu faire son deuil dans la paix de la vérité. La tragédie de Manon Dubé a redéfini la notion même de sécurité dans les quartiers québécois. Elle a marqué la fin d'une époque où l'on croyait que la rue appartenait aux enfants. Aujourd'hui, les méthodes de surveillance, les réseaux sociaux et la vigilance citoyenne auraient sans doute changé le cours de cette soirée de janvier. Mais en 1978, Manon n'avait pour elle que l'espoir que le monde était bon. En revisitant ce cas, nous ne faisons pas seulement de la chronologie criminelle. Nous rendons hommage à une enfant qui représente toutes les disparues dont le nom finit par s'effacer des manchettes, mais jamais des cœurs. L'analyse des archives nous montre que malgré le passage des décennies, l'émotion reste vive. La Sûreté du Québec continue de croire que quelqu'un, quelque part, détient encore la pièce manquante du puzzle. Un secret gardé trop longtemps, une confidence faite sur un lit de mort, ou un remords qui finit par briser la loi du silence. La justice est un chemin tortueux, parfois si long qu'il semble se perdre dans l'horizon, mais elle ne renonce jamais tout à fait. En refermant ce dossier pour aujourd'hui, nous restons avec cette image de la rue Craig, sous la lumière blafarde des vieux lampadaires, là où tout a commencé. Manon Dubé n'est plus là pour voir les printemps se succéder en Estrie, mais son histoire est un cri qui nous appelle à la vigilance et à la solidarité. Elle nous rappelle que derrière les faits divers, il y a des êtres de chair et de sang, des familles brisées et une société qui doit sans cesse se questionner sur sa capacité à protéger les plus vulnérables. La petite fille de Sherbrooke est devenue, malgré elle, une sentinelle de notre mémoire. Son nom, qu'il soit lu dans un rapport de police ou sur une affiche de recherche jaunie, exige une réponse. Et tant que cette réponse ne sera pas donnée, nous continuerons de chercher, de fouiller les zones d'ombre et de raconter son histoire, pour que la neige ne recouvre jamais définitivement la vérité. L'affaire Manon Dubé reste l'un des plus grands points d'interrogation de l'histoire judiciaire du Québec. Un mystère qui défie le temps et la raison. Selon vous, est-il possible qu'après tant d'années, une preuve matérielle ou un témoignage inédit puisse enfin identifier le coupable? Croyez-vous à la théorie d'un prédateur unique ayant sévi dans la région de l'Estrie durant cette période sombre, ou s'agissait-il d'un acte isolé dont le secret mourra avec son auteur? Votre avis nous intéresse,
car c'est aussi par la discussion et le partage de ces récits que nous gardons la flamme de la justice allumée. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. C'était un dossier de traces perdues. N'oubliez pas que la vérité, même enfouie sous des décennies de silence, finit toujours par chercher la lumière. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle immersion dans les méandres des affaires non résolues du Québec.